On commence, hein. Bonjour à tous. Je ne sais pas, il reste 1 minute, mais que ça nous laissera un peu plus de temps en aval. Je vais mettre une sorte d'horloge pour... Voilà. Bonjour à tous, donc Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie. Je ne savais pas trop ce que j'allais vous présenter aujourd'hui parce qu'on n'a pas fini totalement la rédaction de l'étude en question. Et donc au début, on s'était dit peut-être on invitera certaines des marques dont je vais vous parler. Et puis finalement, on s'est dit qu'on allait partager avec vous les principaux éléments de contenu. J'en ai mis un peu beaucoup, je passerai peut-être rapidement sur certains que vous connaissez par cœur. Les éléments de contenu de cette étude qui sort donc avec le soutien de nos camarades de l'ILEC, je pense dans 2 semaines, voire 4 semaines. Si ma propension optimiste me fait dire 2 semaines, et Cécile me regarde et me dit non, 4 semaines plutôt. Voilà, bref, en tout cas, vous pourrez, si vous souhaitez être prévenu quand elle sort, nous laisser peut-être sur le stand. C'est quoi 69, un petit stand. Voilà, vos cartes de visite, ou vous nous les laissez ici à la fin, et puis si c'est plus simple pour vous. Et comme ça, nous vous préviendrons, voilà, sachant que l'étude détaille ce que je vais raconter rapidement, et aussi pas mal d'autres choses. Le point de départ de cette étude, c'est que nous, on pense chez Utopie depuis longtemps qu'il faut mobiliser les marques sur le sujet du développement durable en général, de la transition et du climat en particulier. Et c'est vrai que quand on en parle avec nos clients, notamment au marketing, il y a à la fois des envies individuelles, parce que les marketeurs sont comme tout le monde, sont comme les autres, ils sont sensibles à l'urgence climatique et ont envie de donner plus de sens à leur travail. Et en même temps, on voit bien qu'on marche un peu sur une corde raide entre les accusations de greenwashing, de climate washing, toujours possibles, même... j'en ai vu chez des gens qui étaient bien intentionnés à la base, et une tendance nouvelle, bon, en réalité c'est pas si nouveau, que maintenant les anglo-saxons appellent le green hushing, c'est-à-dire je fais et je dis rien, comme ça j'évite de me prendre des claques, mais qui du coup est une tendance un peu insatisfaisante à mon sens, parce que la marque ne tire pas les profits, les fruits des efforts qu'elle a fait en amont. Et donc, ce qu'on essaie de regarder dans l'étude, c'est quel rôle pour les marques face spécifiquement à la crise climatique, parce que comme on a, nous, beaucoup de clients sur ce sujet du calcul du bilan carbone et aussi sur les marques, du coup, on essaie de faire un pont entre les deux. Et souvent, on s'aperçoit que les clients avec lesquels on travaille sur les stratégies climat, dans le cadre de Hack Pas à Pas qu'on a développé pour l'ADEME, mais aussi dans un cadre plus général, on s'aperçoit que ça atterrit assez rarement, ou ça met pas mal de temps à atterrir sur les sujets marketing. Et on essaie d'accélérer ça, c'est aussi pour ça que cette étude est là. Bon, je vais passer rapidement sur le constat. Ce que le Covid nous a appris quand même, puisque en 2020, on a réduit les émissions de CO2 mondiales dans les proportions qu'il faut qu'on fasse selon l'accord de Paris, mais qu'il faut qu'on fasse tous les ans jusqu'en 2050. Et manque de peau, on l'a fait qu'1 année. Et 1 année parce qu'on a arrêté les activités humaines. Donc le Covid nous a appris ça. Et nous a appris aussi ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour la communauté que nous sommes qui travaillons sur ces sujets RSE développement durable, c'est que la RSE as usual n'est pas à la hauteur des défis planétaires, puisque on arrive dès qu'on repart sans arrêter les activités humaines, on n'est plus dans la plaque de la réduction des émissions qu'on devrait atteindre. Nos camarades d'EcoAct ont fait cette étude sur les plus grandes entreprises mondiales, donc celles qui sont dans tous les indices boursiers, le Dow Jones, le FTSE 100, le CAC 40 évidemment, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est quand même pas complètement rendu, sur la proportion d'entreprises, voyez, moins de 40%, 45% au max, qui ont des stratégies de réduction alignées sur l'accord de Paris, sur les scopes 1 et 2 seulement. Évidemment, quand on passe au scope 3, c'est encore plus la misère. Vous l'avez en dessous à gauche. Quand on regarde les réductions effectives, c'est pas beaucoup mieux, c'est le schéma du milieu. Bon, je vous renvoie au rapport d'EcoAct qui est vraiment bien fichu. L'utilisation d'énergie renouvelable aussi. Les entreprises ayant pris des engagements de compensation sur les émissions résiduelles aussi. Bon, donc il faut qu'on accélère, et nous on pense que les marques sont au cœur des enjeux et peuvent accélérer le mouvement.
Bon, les études, on leur fait un peu dire ce qu'on veut quand même, mais ça n'empêche pas d'en faire. Ça, c'est un truc qui était paru dans Le Parisien qui montrait que pour les Français, vous voyez, 94% des Français disent que le réchauffement climatique, l'urgence climatique est prioritaire ou importante. Donc, la question de est-ce que c'est important pour les gens, qui est une question qui est assez récurrente avec les marketeurs, me semble quand même pas complètement... on peut éviter d'y passer... trop de temps. Et cette même étude, ce qui m'avait intéressé dans cette étude Ipsos, là, pour Le Parisien, c'était qu'il demandait aux gens quels étaient, selon eux, les leviers les plus économiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il disait, 1, le changement de système économique, 2, la modification des comportements individuels, 3, les innovations et les progrès techniques. Et je me dis, la marque, elle est un peu au centre de ça, c'est-à-dire du modèle économique, je vais y revenir, comment on crée de la valeur, comment on la distribue et comment on arrive à la vendre. Quel impact on a sur les comportements individuels, les modes de consommation, les modes de vie, et puis quels produits on lance, avec quelles innovations on pousse. Voilà. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que finalement, comme la marque, en plus, est la facette visible des pratiques de l'entreprise, et de plus en plus avec l'impératif de transparence, les UCA et autres, y a urgence à ce que les marques s'emparent de ces questions, alors que pour l'instant, elles sont un petit peu réticentes parce qu'elles sont un peu comme une poule avec un couteau. Elles ne savent pas trop comment prendre le sujet. C'est un peu ça qu'on essaie de cartographier dans l'étude. Voilà. Et ce qui est vrai aussi, c'est que les consommateurs s'intéressent de toute façon comme jamais aux pratiques derrière les produits. Je vous renvoie à l'excellent livre d'Elisabeth Curide sur The Sum of Small Things, qui parle de comment on est passé de la consommation ostentatoire, où en gros on se positionnait socialement juste avec le nom des marques et les logos qu'on arborait fièrement, à la production ostentatoire, où désormais le signe de distinction sociale, c'est plutôt la capacité à raconter l'histoire des produits qu'on consomme. Et donc ça milite pour que les marques prennent les pratiques amont dans la supply chain, etc., et arrivent à raconter cette histoire-là aux clients. Par ailleurs, comme vous le savez, les réglementations poussent considérablement sur l'affichage environnemental, le Product Environmental Footprint de l'Europe, la loi AGEC, etc. Donc, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, il va falloir raconter cette histoire-là en s'appuyant sur des chiffres. L'autre raison d'y aller, c'est que les marques sont en fait au pied du mur climatique, parce que tous les risques climatiques, que ce soit les risques physiques, les risques de transition ou les risques de réputation, voire même les risques de hausse de prix, ça va affecter le mix marketing. Évidemment, les pénuries pour cause d'événements climatiques, vous avez tous en tête, on en a eu plein ces dernières années, donc je ne m'étends pas, mais quand le réchauffement climatique fait qu'il y a moins de blé dur ou plus de blé dur au Canada, qui est le premier producteur mondial, il n'y a plus de pâtes dans les rayons en France. Quand il y a des incendies en Californie, la Californie est le premier producteur d'amandes au monde, du coup, il n'y a plus d'amandes chez nous. Quand il y a des canicules, des sécheresses ou des inondations en Inde, premier producteur de coton, le prix du coton monte et on n'a plus forcément de coton pour faire des t-shirts ici. C'est pas grave, vous allez me dire, on en a plein. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon avis. Mais néanmoins, si vous êtes une marque qui utilise beaucoup de coton, ça vous affecte, évidemment. Et donc, les marques vont devoir, de toute façon, qu'elles le veuillent ou non, intégrer ces questions-là à leur mix marketing, à leur stratégie. Voilà. Et sans compter le fait que le prix des émissions va avoir des effets sur le prix des produits. Que les lois, alors ça c'est pour les risques physiques, sur ce qui est risque de transition, vous savez que dans les risques de transition, ça concerne surtout l'émergence notamment de réglementations pour accélérer la transition écologique. Donc là aussi les marques sont directement affectées selon leur secteur évidemment, mais si vous êtes dans la restauration par exemple, l'interdiction d'une part du plastique à usage unique et d'autre part des terrasses chauffées par exemple, soyons prévenus pour cet hiver, normalement c'est fini. Évidemment, ça affecte le business directement, la capacité d'attraction de la marque, le chiffre d'affaires, etc., etc. Et évidemment, les risques de réputation, là, on a plein d'exemples. Une marque accusée de greenwashing, c'est sur les marketeurs plutôt que ça retombe en général, et leurs partenaires, agences, etc. Voilà. Donc, par ailleurs, il y a une pression qui monte quand même un peu de tous côtés. Vous avez forcément entendu parler de cette initiative de Carrefour qui dit à ses top 100 fournisseurs, en gros, si vous ne vous alignez pas sur une stratégie de réduction
1,5 degré en 2026, on vous sort. Et comme c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, on peut aussi regarder l'étude qu'a sorti le réseau Action Climat sur les enseignes, qui montre que toutes les enseignes, Carrefour s'en sort un peu mieux que les autres, mais je crois qu'il est un petit peu en dessous de la moyenne, sur alimentation et climat, sur est-ce que les enseignes font le boulot qu'il faut faire pour assurer la transition alimentaire et climatique, et la réponse est plutôt non. Donc chacun met la pression sur les autres, et tout ça évidemment avec un gros focus sur le truc qui obsède tout le monde, qui est le scope 3, puisque dans beaucoup de secteurs, le scope 3, amont, donc matières premières, et aval, impact de l'usage des produits de la fin de vie, etc., représente largement les 3/4 de l'empreinte. Et donc, c'est pour ça que Carrefour met la pression sur ses fournisseurs. C'est pour ça que les entreprises agroalimentaires en font des caisses sur le supposé régénératif qui va stocker du carbone dans les sols en amont, parce qu'à un moment, il va falloir rendre des comptes sur ce scope 3 et qu'en fait, on n'a pas grand-chose à dire à date, parce que c'est compliqué, hein, c'est bien évidemment. Clairement, les pressions des parties prenantes, ça ouvre aussi des perspectives de différenciation et d'innovation. Vous avez dû voir, comme nous, la grosse communication qui a été faite par Bell et Carrefour au moment où ils ont signé un accord après l'annonce de Carrefour sur cette pression qu'il met sur ses fournisseurs, en disant, nous, on a signé un accord, on va s'aligner là-dessus, et même, on va réduire l'empreinte carbone globale des produits Bell vendus chez Carrefour, notamment en développant les ventes des innovations bas carbone de Bell, donc qui sont d'emblée boostées par cet accord, au-delà de la com corporate, donc le boursin végétal, les tranches, les fromages, les nouveaux produits de fromage type végétaux, je ne dois pas avoir le droit d'appeler ça fromage, enfin moi j'ai le droit, eux non, qui s'appelle Nourish. Et puis le fait que de manière croissante, ils positionnent le fromage dans un repas comme une alternative à la viande, avec par exemple des petits cubes de fromage à mettre dans des salades pour remplacer, apporter les protéines animales avec moins d'impact carbone que la viande, ce qui est aussi une opportunité pour les fabricants de fromage. Bref, les marques qui sont la face visible des entreprises, je disais, et parce qu'elles ont un rôle de prescription aussi, ont un rôle essentiel à jouer. François Gemette, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci pour d'autres raisons, je suis très solidaire avec lui, dit dans l'interview qu'on a faite pour cette étude, il dit si 1/10 ou 1/100 des ressources consacrées au marketing du yaourt avaient été consacrées au marketing du changement climatique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et de fait, quand vous regardez les énormes montants des dépenses communication, marketing des entreprises dans le monde, 1500 milliards de dollars, en France 46 milliards de dollars, et juste en publicité et marketing 31 milliards de dollars, on se dit, si on faisait une sorte de 1% pour la planète ou 1% pour le climat dans ces investissements-là, on aurait sans doute de quoi faire changer pas mal de choses, et je ne pense pas qu'on y soit. De fait, les plus gros pollueurs sont souvent aussi des gros annonceurs. Ici, on a esquissé un graphe qui croise en fait le poids dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales par secteur dans le monde et le poids dans les dépenses publicitaires mondiales. Donc on voit bien que souvent les gros pollueurs sont aussi des gros annonceurs et gagneraient à la fois pour des sujets de crédibilité de leur démarche, mais aussi pour des sujets d'utilité sociétale de leurs investissements marketing à mobiliser un peu plus de leur budget marketing sur ces sujets-là. Par ailleurs, c'est dans leur intérêt. Là, je vous ai remis l'étude qu'on a faite, nous, en 2019 sur les marques positives, mais il y a pas mal d'études là-dessus qui montrent que si les gens perçoivent positivement l'engagement d'une marque, alors leur intention d'achat est multipliée en moyenne par 2,4. Et ce que montrait notre étude, c'est qu'en plus, ce coefficient multiplicateur augmente au fil du temps. Au fil de la sensibilisation, de l'urgence climatique, etc. Et évidemment, plus vous êtes dans un secteur qui n'est pas perçu comme étant engagé, plus ce coefficient multiplicateur est important. Autrement dit, dans le tourisme et les transports, 4,7, dans l'automobile et les services automobiles, 6, dans la banque assurance, 5,2. Donc on a vraiment intérêt à intégrer ça au positionnement de la marque. Donc c'est ça qu'on a essayé de regarder dans l'étude, en nous intéressant d'abord à l'aspect, j'allais dire, footprint, donc l'empreinte carbone des marques et sa réduction, et dans un deuxième temps, à l'aspect que nous, on appelle le brain print, qui est plutôt la façon dont les marques peuvent utiliser leur influence pour faire advenir des changements autres, notamment dans les modes de vie, les modes de consommation, ce qui est cool et ce qui ne l'est pas, etc. On en sort 10 règles d'or que je partage rapidement avec vous.
D'abord, une règle d'or des règles d'or, avant de rentrer dans le sujet, c'est que sur le footprint, la matérialité est une priorité. C'est-à-dire que c'est d'abord, et ça va être les 3 premières, sur les produits, la supply chain, les matières premières, les process qu'il faut travailler avant. Donc là, j'ai mis l'exemple de Picture, qui me semble être un bon exemple, qui fait ça depuis très longtemps, avec 100% des produits qui contiennent au moins 50% de matières bio, recyclées ou biosourcées, avant de proposer des modèles immatériels. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se précipiter sur l'allocation sans avoir fait le boulot énorme qu'il y a à faire sur les produits, en gros, d'autant plus que l'allocation ne fait pas business pour l'instant, en tout cas. Pour autant, Picture l'a lancé cette année sur les vêtements de ski, où ça a plutôt du sens, puisqu'en moyenne, on doit utiliser un vêtement de ski, je ne sais pas, 5 jours ou 10 jours par an. Mais ils l'ont lancé après d'ailleurs avoir fait le bilan carbone de ce truc pour être sûr que c'était pas juste un effet de manche et que ça contribuait à leur effort global. Donc la première règle d'or, c'est de mener une transition proactive focalisée sur les produits, vers le bas carbone, focalisée sur les produits, via 2 choses, l'innovation, donc des nouveaux produits, et la rénovation, c'est-à-dire décortiquer le bilan carbone, l'ACV des produits existants et voir comment on peut, idéalement, plutôt radicalement que progressivement, l'améliorer. Donc l'exemple, vous le connaissez forcément, je ne vais pas le détailler, mais c'est vrai que la façon dont Veja, alors ils sont partis de zéro, c'était plus simple, mais c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris la basket, ils l'ont décortiquée, déconstruite, puis reconstruite autrement, en changeant finalement chaque étape. In fine, on a un modèle économique très différent, au sens où, dans la basket, en général, 70% du prix du produit vient de la pub. Eux, ça passe pas dans la pub, ça passe dans tous ces efforts qui sont faits en amont pour avoir des matériaux différents, etc. Mais on voit bien comment, et leur site est très très riche là-dessus, y compris sur les dilemmes, etc., comment historiquement ils sont passés de on est bio-équitable à maintenant on est bio-équitable et vegan et on s'interdit l'avion, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vraiment optimiser en continu les produits, même quand on est Veja. Et je précise évidemment, ça va de soi, mais aucune des entreprises et des marques dont je vais parler là n'est parfaite, n'est exempte de dilemmes ou de difficultés. La supériorité de certaines sur d'autres, c'est qu'elles le disent en fait. Typiquement sur le site Veja, vous avez la page qui s'appelle « Les limites du projet », qui vous explique tout ce sur quoi ils ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire. Voilà. Donc, déconstruire et reconstruire les produits, c'est long mais possible. J'aime bien, vous le connaissez sans doute, l'exemple d'Interface, parce que Interface, c'est du B2B, donc c'est moins facile de faire du marketing. D'arriver à faire une entreprise ou une marque sexy sur les dalles de moquette de bureau, c'était quand même pas joué. Ils sont partis de produits existants. Donc ça, c'est pour les marketeurs qui disent « Ah oui, mais moi, ma gamme, je pars quand même de loin. » Bon, ben, eux, ils partaient de très loin. Et vous avez... la démarche, elle date de 1994, hein, donc ça fait un petit bail quand même. Mais avec de la radicalité, ils réussissent à être à 79% d'énergie renouvelable sur les sites de production, à 52% de matières recyclées ou biosourcées, etc., etc. Ils partaient de loin, c'était 100% du pétrole. Et ça va faire un pont avec ce que je vais dire après. Mais aujourd'hui, 100% des produits Interface ont ce qui s'appelle une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, qui est un truc pour les matériaux de construction, qui n'est pas obligatoire, qui est conseillé, mais enfin, eux, ils l'ont sur 100% des produits. Et je peux vous dire que sur leur marché, ce n'est pas fréquent du tout. Vous allez sur leur site, vous avez la fiche, donc le calcul de l'impact climatique et environnemental d'ailleurs plus global, sur 100% des produits accessibles aux clients qui sont des architectes, etc. etc. Bon. Un point important là-dessus, c'est François, à nouveau, Gemène, qui insiste là-dessus dans son interview. On a fait pas mal d'interviews pour cette étude. Miser sur la validation sociale pour activer le point de bascule. Il y a un point quand même hyper important, c'est que par exemple, si vous regardez la façon dont Toyota est devenu quand même l'an dernier, vous savez, le premier vendeur de voitures aux États-Unis, un point intéressant que souligne François dans son interview, c'est que finalement, ils ont lancé une voiture qui était intrinsèquement écolo. Vous voyez quelqu'un avec une Prius, ici Leonardo, jeune, vous dites « Ah, le mec est hyper écolo », d'accord ? Alors que l'ensemble des concurrents sur le marché ont voulu concurrencer la Prius en faisant des versions vertes de leurs produits habituels.
de leur best-seller. Mais le résultat, c'est qu'en fait, la partie, ce que les gens qui travaillent sur les sciences cognitives appellent la validation sociale, le virtuous signaling, comme disent les Américains, ça ne marche pas parce qu'en fait, vous voyez quelqu'un passer avec une voiture lambda, mais rien ne dit qu'elle est écolo et ça ne dit rien sur son propriétaire ou son conducteur, alors qu'évidemment, la Prius, elle n'existe que en version hybride et écolo. C'est un point important parce que beaucoup de marques souvent abordent ce sujet-là en disant je vais faire la version verte de mon produit phare. Donc c'est potentiellement un sujet à intégrer. Évidemment, la règle d'or numéro 2, c'est alors de recourir à des labels. Il n'y en a pas tant que ça sur le climat. Je vais y revenir. Il y en a quand même sur lesquels on peut s'appuyer, dont la supériorité climatique est avérée, ou à défaut, développer, et notamment pour les marketeurs, des outils internes d'évaluation et potentiellement de communication dans un second temps de l'impact climatique des produits, voire des marques. Ça, aujourd'hui, dans les interviews qu'on a menées dans les entreprises, c'est pas hyper répandu. Tous les marketeurs ont pas. Chez Bell, par exemple, pour le coup, c'est très répandu. Tous les marketeurs ont l'empreinte carbone de chacun des produits, chacune catégorie de produits et par marque. D'accord ? Et donc, ça devient un objet sur lequel qu'on peut piloter, qu'on peut prévoir de réduire, recalculer en continu, etc. Et 100% des gens ont été formés, etc. Donc, ça aide considérablement. Bon, les labels, disons-le, il n'y en a pas tant que ça. Sur l'agriculture, il y a quand même le bio, dont la supériorité climatique est quand même avérée. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes. J'ai mis le petit schéma en bas qui compare même à l'agriculture dite de conservation des sols, c'est-à-dire régénératrice. Le label proposé par EcoCert, mais à ma connaissance utilisé par personne en France, le Regenerative Organic Certified. D'accord. Et puis, d'autres démarches, évidemment. La démarche de Pierre Fabre avec le Product Green Impact, Green Impact Index, pardon. Migros a une démarche maintenant qui s'appelle M-Check qui étiquette aussi ses produits. Donc, vous commencez par les évaluer et ensuite, moi, j'adore pas la multiplication des outils d'auto-évaluation et auto-label. Sauf que quand il n'y en a pas, vous êtes bien obligé de faire quelque chose quand même. Ou alors, vous utilisez ça comme excuse pour ne rien faire, mais ce n'est pas très satisfaisant. Donc, typiquement, nous, on a bossé avec AXA sur... puisque là, à part sur l'ISR, il n'y a pas de label, sur une démarche, un label qui s'appelle, enfin, une démarche au départ d'évaluation climatique des produits qui s'appelle Assurance Citoyenne, qu'ils ont finalement partagé, donné en open source au marché, pour que, parce qu'évidemment, si vous êtes le seul à utiliser votre truc, c'est pas très intéressant, ça permet de comparer vos produits entre eux, mais pas à ceux des concurrents. Bon, bref, il y a un certain nombre de limites, mais je rappelle quand même que l'écolabel a 30 ans et qu'il intègre les questions climatiques. Parce que les marques n'aiment pas l'écolabel, mais moi si. Le bio, j'en ai parlé. Bon, voilà, il y a plein de façons, en faisant évidemment gaffe aux déclarations de neutralité climatique. Finalement, la loi sur ce sujet en France, elle est quand même moins ambitieuse que ce qu'avait demandé la Convention citoyenne, puisqu'il suffit d'avoir de publier le bilan carbone du produit, de publier un plan de réduction sans qu'on vérifie si le plan de réduction est aligné sur l'accord de Paris, ni s'il est effectif, etc. tout de suite. Mais enfin bon, je rappelle que la neutralité carbone, en théorie, au niveau du produit, c'est quand même limite. Mais si on y va vraiment, puisqu'il y a encore des labels qui existent, dont le Climate Neutral proposé par EcoCert, ils vous demandent d'abord de réduire vos émissions dans des proportions qui sont alignées sur l'accord de Paris, donc à peu près 90%, et ensuite, avant 2050, et ensuite de compenser ce qui reste. Et pas juste de compenser en disant je suis neutre en carbone, ce que font d'autres labels que je n'ai pas mis sur cette slide. Troisième règle, oser la transformation radicale de son offre. Donc c'est 100% de l'offre qu'il faut transformer, ce n'est pas juste la gamme verte pour les climato-fans. Et donc c'est important d'inscrire cette trajectoire, quitte à abandonner une partie de son activité. Vous avez peut-être vu que Mustela a annoncé qu'ils arrêtaient les lingettes, qui représentent quand même 20% du chiffre d'affaires en 2027. Et qu'ils avaient déjà retravaillé pour rendre compostable. De toute façon, la loi AGEC prévoit l'interdiction en 2040 et la marque dit non mais c'est trop tard, nous on va le faire avant. D'accord ? Nous on a accompagné historiquement Botanique quand ils ont arrêté les produits phyto avant le Grenelle. C'était un peu la même logique. Vous savez que de toute façon ça va arriver. Et d'ailleurs vous êtes très à l'aise, j'en reparlerai pour faire du lobbying dessus, mais vous l'arrêtez avant. On a un autre client qu'on aime bien là-dessus qui a fait des choses assez gonflées. C'est les Champagnes Telmont qui ont décidé d'arrêter complètement les boîtes dans lesquelles, entre autres, les boîtes dans lesquelles
on vend le champagne pour à peu près 50% du chiffre d'affaires normalement. Et il me redisait l'autre jour, Ludovic, que quand il a fait ça, on lui a dit non mais attends, à Noël c'est pas possible, tu vendras pas. Bon, en fait, il a vendu plus que les années précédentes. Donc il y a quand même pas mal d'exemples là-dessus. Mais c'est vrai que cette question des renoncements, elle est quand même compliquée. Mais donc, il faut des marketeurs courageux, sans doute. Quatrième règle, intégrer à sa stratégie la fin de vie des produits par la réparation et la circularité. Donc, je n'ai pas commencé par ça, mais c'est quand même... Et par la garantie, etc. Donc, évidemment, Fairphone représente une toute petite partie du marché des téléphones, mais quand même, Apple travaille maintenant sur des systèmes qui vont permettre la réparation par Apple, etc., avec des systèmes d'abonnement, de réparation comprises. Bon, c'est pas encore sorti, donc on sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais on sait qu'ils bossent dessus. Je vous renvoie à ce que fait Mulberry dans le luxe. Alors, le luxe, c'est plus facile, comme dit le patron d'Hermès. Le luxe, c'est ce qui se répare, donc allons-y, parce que en vrai, ça, c'est la théorie, mais tous les produits de luxe sont pas réparables, loin s'en faut. Mulberry a lancé des choses vraiment intéressantes, et vous voyez, ils le disent, donc n'achetez pas sur impulsion, achetez des choses qui sont faites pour durer. Weston est un ultra leader depuis très longtemps là-dessus, sur la réparation. Mulberry répare, je crois, aujourd'hui, pareil, dans son usine en Angleterre, 10 000 sacs par an. Donc ça devient vraiment une activité en soi, qui est facturée, en l'occurrence, comme chez Weston. Voilà, et reprend aussi, d'ailleurs, comme Weston maintenant, ces modèles vintage, les remet en état et les revend comme étant vintage. Voilà, il y a des choses intéressantes chez Seb aussi, autour de l'introduction de la garantie de réparabilité, d'abord sur 10 ans, puis sur 15, etc. Cinquième règle, investir des moyens marketing conséquents pour soutenir ces mutations. Alors ça, c'est hyper important, c'est si vous faites ça, mais qu'en fait, vous ne le dites pas, non seulement vous n'allez pas en tirer grand intérêt, avantage, mais surtout, en externe, les parties prenantes vont se dire, en fait, ils ne veulent pas que ça se développe. Ils le font pour faire bien, mais finalement, ils ne veulent pas que ça se développe. Regardez l'article de Que choisir sur le forfait source de Bouygues Télécom, qui est plutôt un forfait pas mal, qui vous incite, qui a moins de gigas, qui vous incite à en utiliser moins et qui vous permet même de convertir les gigas en dons à des ONG au bout du compte. Et Que choisir dit, c'est super au moment de la 5G, parce que ça va un peu dans l'autre sens et ça reconnaît qu'il y a une attente pour autre chose, sauf qu'en fait, on ne trouve pas l'offre sur le site. Il y a un site dédié que personne ne connaît, etc., etc. Donc, ça ne marche pas. À l'inverse, chez Mustela, pour reprendre ce que nous a raconté Sophie Robert-Velu, les produits qui sont emblématiques du futur que veut contribuer à construire Mustela, c'est-à-dire les produits solides, les éco-recharges et la gamme bio, représentent un peu moins de 5% des ventes, mais ont couramment 10 à 15% des investissements marketing. Autrement dit, on met en part d'investissement marketing la part du chiffre d'affaires qu'on voudrait voir assez vite sur ces produits, plutôt que l'inverse. Là, l'interview de Jean-François Julliard, qui est le DG de Greenpeace, il dit clairement, même Greenpeace le dit, alors allez-y, l'important est d'avoir une communication proportionnée à l'effort fait par l'entreprise et la marque, un ordre de grandeur, et qu'on devrait avoir un pourcentage de budget marketing ou une part de voix qui correspondent au pourcentage actuel ou visé du chiffre d'affaires ou des investissements quand on est sur un produit nouveau. Sixième règle, accompagner le développement de nouveaux modèles à impact en embarquant l'amont et l'aval. J'ai dit, un modèle économique, c'est pas de la location ou je sais pas quoi, c'est avant tout une autre façon de construire la valeur et de la vendre et de la répartir. Donc, le fait d'embarquer ses fournisseurs là-dedans est déterminant. Là, vous avez deux exemples. Miyokos, qui fait des fromages végétaux aux États-Unis, qui embarque les éleveurs laitiers en les accompagnant pour qu'ils se mettent à produire des végétaux, notamment de l'avoine, et de la noix de cajou, pour fournir Miyoko avec des contrats à long terme. Donc, c'est vraiment intéressant. Seventh Generation, sur le climat, a fait un autre truc intéressant, c'est qu'ils ont dit, OK, au-delà du footprint, il faut qu'on regarde ce qu'ils appellent nos fingerprints, c'est-à-dire tous les moyens par lesquels on a un impact climatique important quand même, et ils font une grosse partie sur leurs dépenses marketing et leurs partenaires, agences, etc. Donc, c'est intéressant à cet égard si vous êtes marketeur, mais aussi d'ailleurs le choix de leur banque, etc. C'est bon. Accompagner le développement de nouveaux modèles, toujours sur l'amont-l'aval. La laiterie du Berger au Sénégal a commencé par vendre du lait local, puis maintenant a créé une filiale B2B qui accompagne les éleveurs locaux pour alléger leurs pratiques et fait du lobbying pour
que toutes les marques qui vendent des yaourts au Sénégal soient obligées d'avoir une partie de lait local plutôt que du lait en poudre importé. Picture, même chose, c'est allié à Decathlon pour aider l'un de ses filateurs turcs à passer à 40% d'énergie solaire. Donc il y a vraiment aussi des alliances possiblement à faire quand on veut faire bouger sa supply chain et qu'on dit « Ah oui, mais non, mais moi je suis trop petit et j'y arriverai pas tout seul ». Si on est motivé, on peut le faire. Brewdog, qui est une marque de bière en Angleterre, a une initiative, au-delà de sa propre initiative, a une initiative pour embarquer les petits distributeurs en les aidant à calculer leur bilan carbone Scope 3 et en les aidant à le réduire. Et une initiative qui embarque l'aval, c'est-à-dire ses clients, en leur proposant de devenir actionnaires de l'entreprise, ce qu'ils ont fait, pour soutenir ces efforts et ce projet. Donc c'est intéressant de regarder comment les marques embarquent leur écosystème avec des moyens assez innovants qui ne sont pas de la pub, d'ailleurs, en général. La 7e règle, c'est de mettre le climat au cœur de sa raison d'être. Donc, on a analysé un certain nombre d'entreprises qui mettent ça au cœur de leur raison d'être d'une manière ou d'une autre, soit comme levier explicite pour transformer l'entreprise, soit pour réinventer le secteur, soit de manière un peu globale, façon Tesla, soit dans une approche avec un focus qui peut être territorial, comme 1083 sur les jeans, qui peut être thématique, comme Back Market sur la circularité, qui peut être focalisé sur la transition des modes de vie ou des modes de consommation, comme Oatly avec le lait d'avoine, ou la transition des modes de production. Bon, bref, il y a plein d'approches différentes pour faire ça. Là, je vous ai mis Interface et Brewdog qui dit, en gros, Brewdog a calculé, je parlais des risques physiques tout à l'heure, ce que ça allait faire d'avoir du changement climatique pour le secteur de la bière, notamment sur le houblon et l'eau. Et ils ont même sorti de manière événementielle pour la Journée de la Terre, il y a 2 ou 3 ans, une bière dégueulasse, volontairement dégueulasse, et qui avait le goût, qui est supposé avoir le goût qu'aurait la bière dans un monde à plus 3 ou plus 4 degrés. Donc, leur idée, c'est de préserver leur secteur aussi. Voilà. Bon, il faut travailler de manière, évidemment, très forte la partie brain print et le changement de récit, parce que vous voyez avec cette pub qui date de 1962 dans Life, que ce que racontent les marques a une influence quand même sur la perception et que on peut plus évidemment raconter ça. Mais il y a encore des choses qu'on raconte, qu'on pourrait sans doute plus raconter et qu'on racontera plus dans quelques années. Des pubs d'aujourd'hui qui nous feront le même effet que celle-ci, d'accord ? Ou Humble, qui est l'ancien nom d'Esso, disait « Chaque jour, on fournit assez d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers ». Bon, c'est énorme, mais je ne suis pas sûre que certaines des publicités d'aujourd'hui ne paraîtront pas énormes également dans quelques années. Donc, il faut développer des alternatives climatiques plus désirables, développer des imaginaires positifs. Là, je vous ai mis 2 sujets. Le sujet de la mobilité. Je ne sais pas si vous avez vu la pub pour la Renault Capture hybride qui montre la bagnole avec 3 familles qui, en fait, décident de ne pas utiliser la voiture. À chaque fois, ils passent devant la voiture quand même pour prendre un parapluie, emmener les enfants à l'école à pied ou je ne sais quoi. C'est la fin, c'est voilà, elle est super, mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Bon, Renault a beaucoup dit que c'était la première pub au monde qui disait ça. C'est totalement faux parce que vous avez à gauche une pub Kia qui date d'il y a plus de 10 ans, qui offrait le vélo quand vous achetiez la voiture et qui disait pour les longs trajets, utilisez la voiture, pour les courts trajets, utilisez le vélo. C'est vieux, mais ça reste très valable. Toyota avait fait une pub pareille au Québec, il y a à peu près 10 ans aussi, qui disait pensez plus, dépensez moins, c'est-à-dire prenez votre voiture que quand vous en avez vraiment besoin. Bon, sur la transition végétarienne, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à faire pour rendre le truc sexy et rassembler plutôt que de cliver, ce qu'essaie de faire la vie, notamment ici. Intégrer la sobriété aux imaginaires, ça c'est hyper important. On a vu, regardez combien la campagne de REI en 2015 boycottant le Black Friday a fait école un peu partout dans le monde, en fait. Donc c'est possible. Comment la campagne Patagonia n'achetait pas cette veste au moment de la Fashion Week a fait aussi école. Donc c'est pas impossible d'arriver à rendre sexy la sobriété quand une marque s'y engage vraiment. Évidemment, 9e règle, le recours au nudge et aux sciences cognitives pour encourager le choix responsable et déterminant, particulièrement sur le climat. Mélusine Boonfaller, qui travaille sur ces sujets, nous disait dans l'interview « Le climat est distant dans l'espace et le temps. Il est utile de le combiner à des sujets plus directs et concrets, mais aussi plus locaux et plus motivants, comme la santé. »
Et elle dit, par exemple, sur la fast fashion, on peut parler des nombreux produits chimiques qui sont dans les vêtements, ou sur la mobilité, on peut parler du bruit et de la pollution en ville pour promouvoir les véhicules électriques. C'est comme ça, pour info, que la ville de New York a fait passer une loi convertissant tous les taxis jaunes aux véhicules électriques. Ils n'y arrivaient pas en parlant de climat, et au moment où ils se sont mis à parler de pollution et de l'impact sur la santé des gens, ça a rallié tout le conseil municipal. Donc il faut vraiment combiner, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais en tout cas, il y a des sujets qui sont plus immédiats et plus motivants qu'il faut penser à activer. Évidemment, le choix par défaut. Là, chez Starbucks, vous voyez, les options végétales sont maintenant gratuites. Elles étaient payantes au début. Tout ce qui peut inciter les nudges, qui peuvent inciter les gens à faire le bon choix. Ce fournisseur allemand d'énergie, Energiedienst, propose par défaut l'offre verte moyenne, en proposant une offre moins verte, moins chère en option, et une offre plus verte, plus chère en option. Évidemment, 94% des gens restent avec l'offre verte qui est proposée par défaut. Donc si l'offre, c'est un peu le truc du forfait source, et si l'option responsable, elle est cachée quelque part sur le site, voire même que les gens à qui vous parlez, les vendeurs la connaissent même pas, bah évidemment, ça marche pas. Et la 10e règle d'or, c'est d'engager la voix de sa marque en militant pour un nouveau modèle auprès des pouvoirs publics. Donc ici, ce qu'avait fait Leclerc historiquement sur sa campagne contre les sacs plastiques il y a 20 ans. Les sacs jetables ont un prix, le sac Leclerc une exception qui devrait être la règle. Ce que font les marques textiles regroupées en mode climat pour demander des réglementations plus exigeantes sur le textile. Ce que fait le collectif En Vérité sur l'agroalimentaire pour demander un étiquetage plus transparent sur l'impact climatique et environnemental des produits, etc., etc. C'est aussi les marques peuvent aussi engager leur voix de manière amusante parfois. Là, je vous ai mis la campagne d'Oatly contre la proposition de loi qu'avait déposée le lobby du lait pour que des produits végétaux ne puissent plus s'appeler lait, yaourt, etc. Ça s'est passé, mais ils avaient demandé toute une série d'autres mesures qui ne sont pas passées, notamment parce que Oatly et les autres ont fait campagne et pétition. Voilà. En conclusion, peut-être ce qu'on voit dans l'étude, c'est en fait la nécessité quand même d'un pilotage corporate de la transition des marques. Là, je vous avais mis l'exemple d'Unilever, c'est-à-dire suivre les marques qui font le boulot, voir comment elles évoluent en termes de résultats, décider qu'à terme, 100% de vos marques doivent s'aligner. Nous, on avait travaillé sur un programme qui s'appelle Brands 2030 chez Procter & Gamble, qui est un peu pareil, qui vise à convertir progressivement 100% des marques et qui, du coup, demande des comptes aux marketeurs. Avec évidemment ce pilotage, il s'organise à 3 niveaux. Le recrutement des marketeurs et la gestion des talents. Donc ça va dans des annonces de recrutement. Si vous ne mentionnez pas le sujet, vous n'attirez pas les gens forcément qui s'intéressent à ces sujets-là. La présence dans les fiches de poste. La présence évidemment dans les objectifs, les incentives, les bonus. La formation continue qui n'est pas que la fresque du climat, j'insiste, mais vraiment sur les compétences marketing nécessaires. Comment je lis un bilan carbone, qu'est-ce que j'en fais, etc. La diversification des compétences aussi, on a parlé, c'est pas mal d'embaucher aussi des sociologues, des psychologues, des gens qui ont d'autres profils que des profils école de commerce pour aborder tout ce dont j'ai parlé avant. Les doter d'outils internes, le deuxième niveau, c'est développer les outils internes et les processus marketing, donc les outils de mesure de l'impact des produits, j'en ai parlé, le suivi de la perception des clients. Beaucoup d'enquêtes, d'images des marques n'intègrent pas du tout le sujet climatique, voire pas du tout le sujet développement durable, notamment la perception comparée de la marque. Et comme ça coûte de l'argent, vous savez, de rajouter une question à chaque fois, c'est toujours la guerre. Intégration au processus interne. Donc, regardez bien tous les processus internes marketing, les briefs innovation, les revues de marque, le brief aux agences sur les plateformes de marque, les budgets, etc., etc. C'est autant de processus dans lesquels on peut intégrer des volets climatiques ou environnementaux qui, aujourd'hui, ne sont pas intégrés du tout la plupart du temps. Donc nous, on intervient parfois. Après, on nous dit « on vient de faire la plateforme de marque », mais en fait, il n'y a rien du tout sur le développement durable. Donc, est-ce qu'on peut le rajouter ? Oui, on peut le rajouter, mais c'est plus compliqué. Ça aurait été mieux de le faire avant. Troisième niveau, évidemment, la stratégie marketing et le déploiement. Donc ça, c'est un peu tout ce que j'ai dit là. Mettre ça dans la mission, dans le purpose, dans la plateforme, dans la raison d'être, vous appelez ça comme vous voulez. Mettre ça dans l'offre, avoir recours à des labels, soutenir proactivement avec des moyens marketing les offres qui vont dans le bon sens. Agir aussi au niveau de la distribution, la mise en avant des offres plus responsables ou plus climatiques, évidemment l'information sur le lieu de vente, des partenariats, pourquoi pas, du lobbying et du reporting. Et pour finir, on finit toujours sur le reporting. C'est une bonne façon de finir sur la RSE.
Quelques indicateurs qu'on propose dans la note. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Les nouveaux indicateurs clés du marketing climatique, donc l'analyse du cycle de vie et le bilan carbone des produits, mais aussi des marques, et la part des produits ou des marques qui sont couvertes ou couvertes. La baisse en pourcentage, celui-là il est un peu hard, mais je l'aime bien, du coup, la baisse en pourcentage et en valeur absolue du volume d'affaires lié aux produits les plus carbonés. Donc comment on la programme dans le temps, ça rejoint ce que je disais sur les renoncements. La part du chiffre d'affaires provenant à l'inverse, comme ça on a le contrepoids positif, des innovations ou des produits bas carbone et la façon dont on va la faire progresser. Les émissions évitées par l'usage de vos produits ou services, ça c'est le top du top, c'est quand vous arrivez à prouver ça une fois que vous avez fait basculer le modèle, parce que spontanément c'est pas complètement joué en général. La part des moyens marketing, j'en ai parlé, consacrés aux produits mieux-disants, et notamment en regard de leur part dans le chiffre d'affaires ou de leur part dans les investissements actuels ou visés. L'intégration du climat dans les processus innovation. Donc, même dans un rapport développement durable, ce n'est pas inintéressant de regarder tous les processus internes selon la façon dont vous fonctionnez et de regarder est-ce qu'on a intégré les sujets climatiques, environnementaux ou liés à la transition dans ces processus-là. Et la part des nouveaux produits compatibles avec un futur bas carbone, évidemment. On peut se focaliser sur les innovations. C'est ce qu'avait fait AXA avec Assurance Citoyenne. Avant de le déployer, maintenant, ils le déploient sur 100% de ce qu'ils vendent. Mais au départ, l'idée, il s'était donné 2 ans pour que 100% des nouveaux produits ou des nouvelles offres soient compatibles avec les critères. Voilà. Et puis le dernier point, évidemment, hyper important, le poids du climat dans les bonus et incentives des marketeurs. Parce que si on récolte ce qu'on sème, si j'ose dire. Voilà. Et la part des marketeurs formés. Et puis, on peut aussi avoir des incentives plus hauts sur la part pour les COMEX, etc., sur la part du chiffre d'affaires provenant d'offres plus responsables, à condition d'avoir les critères. Et ça nous ramène à la question de la mesure des labels, etc. Je crois que c'est fini. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? Je suis passée un peu vite sur certains sujets, je suis désolée. L'étude est longue. Non, ça vous laisse quoi ? Ouais. Alors, un des sujets qu'on aborde dans l'étude, c'est que tout ça, en fait, est complètement lié. Donc, si vous ne faites que... Et d'ailleurs, il y a des exemples dans l'étude, hein, pas d'ailleurs que sur la biodive. Sur la biodive, c'est le lien entre climat et biodiversité, climat et eau est quand même assez évident. Donc, bien évidemment que souvent, la stratégie climatique, elle embarque, en fait, les sujets biodiversité, eau. Et clairement, le sujet des limites planétaires, il est abordé notamment dans la question des renoncements. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Hein, c'est comment on fait pour... Est-ce qu'on peut fonder, et dans la question du modèle économique, est-ce qu'on peut fonder un modèle économique sur autre chose que l'augmentation des ventes de manière un peu... comment dire ? Non réfléchi. Enfin, c'est un automatisme. En fait, il y a une sociologue qu'on a interviewée qui bosse sur la consommation et qui d'ailleurs est membre du Haut Conseil pour le climat, Sophie Dubuisson-Kellier. Elle dit carrément, en fait, c'est un automatisme dans le monde économique et le marketing. Et le marketing est au cœur de ça, que de se dire, les financiers ne soutiennent que des marques qui ont pour objectif d'augmenter leurs ventes. Donc, toutes les marques ont pour objectif d'augmenter les ventes. Tous les patrons de marques sont rémunérés en proportion du fait qu'ils augmentent leurs ventes. Mais ça ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on raconte là. Donc la question, c'est comment on déprogramme ça. C'est d'où l'énorme, en fait, je pense, mutation à venir des métiers du marketing. Et c'est pour ça aussi que ce n'est pas inintéressant d'ajouter de commencer à réfléchir à quels incentives on met, etc. Parce qu'après, la créativité humaine est immense et une fois que les gens auront les bons incentives, ils trouveront les solutions. Mais c'est sûr que tant qu'on continue à rémunérer les marketeurs sur l'augmentation des ventes, par exemple, et en tout cas sans regarder de quel produit ça vient, surtout, ça marche pas en fait. Mais oui, l'interdépendance des enjeux, là on s'est focalisé sur le climat parce qu'on a l'impression que les marques sont particulièrement réticentes à aborder ce sujet
en considérant en gros que c'est du back-office et qu'on ne va pas en parler, et que si on en parle, on va dire neutre en carbone et on va se faire exploser par les ONG ou l'ADEME, et que donc il vaut mieux rien dire. Mais nous, on pense que rien dire, c'est une faute aussi d'une certaine façon. Enfin, c'est vraiment le point de François Gemène. Si vous prenez les budgets marketing et vous vous dites, tiens, qu'est-ce que ça ferait si on mettait, allez, même 1%, entre 1% et 10%, c'est pas énorme, du budget marketing tout confondu, je ne parle pas de la pub, hein, je parle de tout confondu, réseaux sociaux, etc., sur d'autres sujets, enfin sur les sujets climatiques en l'occurrence, et qu'est-ce que ça ferait comme effet? Et le postulat, c'est que ça ferait un effet énorme. Je ne sais pas si ça répond à votre question, à peu près. Oui. Ouais, et du coup, c'est grave pour vous que ça soit des produits plus chers? C'est une question de l'accessibilité? Oui. Oui, mais je pense qu'il y a aussi le sujet des volumes, parce que quand on bossait avec David Garbous sur Fleury Michon, il y avait quand même ce truc de, à un moment, on voulait être en capacité de dire au nom de la marque, mangez moins de viande, mais mangez de la meilleure viande, en gros. Donc, c'est-à-dire, mangez-en moins, littéralement, mais de la meilleure viande, donc qui est en général un peu plus chère. Mais comme elle est plus chère, on va moins la jeter. Donc vous avez aussi les 30% de gaspillage alimentaire qui pèsent énormément sur le budget des ménages. Donc c'est effectivement la transition du portefeuille, elle n'est pas complètement facile à faire. Après, pendant longtemps, les gens ont dit oui, mais Patagonia, c'est trop cher. Moi, je pense que et finalement, avec la seconde main, etc., la réparation et le fait qu'ils vous disent achetez-en moins. Bah, au gaspillage en général, parce que sur les vêtements, c'est pareil. Hein. Oui, c'est compliqué, mais c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations à faire, et sur les limites planétaires, et sur des formations métiers, en l'occurrence marketing, parce que cette question de la réduction des volumes, ça fait flipper tout le monde, alors même que nous, on le voit sur des clients textiles, il y a des marques que je ne citerai pas, qui sont évidemment, qui sont à 40 ou 50% d'invendus. Et donc, si vous travaillez en amont la supply chain pour, faire pour avoir des matières plus bio, plus recyclées, plus équitables, et que par ailleurs les produits vous restent sur les bras, en fait, c'est débile. Enfin, je veux dire, et ça pose quand même une question. Donc, il va bien falloir se coltiner à un moment cette question de l'augmentation des volumes versus les limites planétaires, et pour trouver des solutions, pas pour dire bon bah il faut que toutes les boîtes ferment, mais je sais pas quoi, mais pour trouver des solutions. Et typiquement sur l'exemple de Bell, moi je trouve ça assez intéressant de se dire avec Carrefour, bah, on va développer les ventes de ces produits-là. Et puis on va aussi positionner le fromage, ce qui est une piste, puisque le lait, enfin les produits laitiers sont globalement moins carbonés que la viande. Au-delà du fait qu'en termes de bien-être animal, comme on ne tue pas la bête, ça peut plaire un peu plus aussi à certains clients. Mais vous dites, en fait, s'il faut réduire les protéines animales, on pourrait commencer par réduire la viande et augmenter le fromage, par exemple. Donc, ils ont aussi des produits qui potentiellement peuvent être vus comme faisant partie du problème, mais aussi peuvent être porteurs de solutions. Je ne dis pas qu'il faut manger des cordons bleus à tous les repas, mais... Oui, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels jouer. Mais pour moi, le levier du volume et le levier du gaspillage et en gros, la surconsommation actuelle, c'est un levier pour à budget équivalent, aider les gens à consommer plus responsable.
Il y avait une question par là? Ouais. 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 Mais c'est vrai. En fait, non, mais des fois, il y a des contradictions sur le sujet, c'est sûr. Le point de la Prius, c'était juste de dire que c'est plus facile, plutôt que de faire une version verte de produits qui sont déjà très connus comme l'étant pas, ça n'empêche pas de les travailler si c'est là qu'est le gros des ventes. En fait, il y a des vraies raisons de le travailler. Si vous voulez réduire l'empreinte carbone de la marque, il n'y a pas le choix. Il y a le truc des 20-80. Si vous avez 20% des produits qui font 80% du chiffre d'affaires et 80% de l'impact, ben, faut les travailler en priorité. Mais ça ne vous empêche pas de préparer l'avenir avec des produits qui seront connus d'emblée et associés à votre marque d'emblée. Bah, typiquement, les Veja, d'ailleurs, ça marche un peu comme ça aussi. Ça dit quelque chose sur celui qui les porte. Bon, dans un contexte comme Produrable, ça dit plus rien parce qu'en fait, c'est plutôt quelqu'un qui en a pas qui est regardé de manière suspicieuse. Mais ça marche comme ça quand même. Donc oui, c'est vrai que je pense en fait, il faut, comme toujours, c'est je sais pas où, c'est et il faut faire les deux. Mais j'aime bien quand même la perspective de François sur la Prius, de dire les autres, ils ont tous fait la version de leur modèle phare écolo et du coup, ça se voyait pas. Donc en fait, la transition de la marque se voit pas et d'une certaine façon, ça dit rien sur leurs clients et ça signale pas non plus la transition de la marque. Alors que Toyota, ils ont commencé par ça et finalement, ce produit-là, après, il a aidé parce qu'il a servi un peu de laboratoire de R&D, il a aidé à transformer l'ensemble des gammes. Oui, on a fini, tout à fait. Merci beaucoup. Qui sait se servir d'un PC